Pourquoi payer une nounou quand maman est assise à la maison à ne rien faire? C'est ce que mon fils a dit. Il se tenait dans l'encadrement de la porte de la cuisine, le téléphone collé à l'oreille, parlant à sa femme comme si je n'étais pas à 1 mètre de là, en train d'émincer des oignons pour leur dîner. J'ai entendu chaque mot. Il n'a même pas baissé la voix. Elle est déjà là. Autant qu'elle se rende utile. Le couteau s'est arrêté net. Je suis resté là, 68 ans, mes doigts arthritiques serrés autour du manche, en train de préparer un bœuf bourguignon maison pour une famille qui me considérait comme un meuble. Mon fils, Damien, a raccroché et est passé devant moi sans un regard. Ça sent bon, a-t-il dit en attrapant un soda dans le frigo. Élodie travaille tard. Tu peux gérer le bain des enfants ce soir? Je n'ai pas répondu. Il n'a pas attendu de réponse. 3 ans. C'est le temps que j'avais passé à vivre dans la chambre d'amis de mon fils, dormant sur un matelas qui s'affaissait au milieu, entouré de cartons qu'il n'avait jamais pris la peine de déplacer. Lorsque mon mari François est décédé, Damien était descendu pour m'aider à faire mes valises. Viens rester avec nous quelque temps, m'avait-il dit, la main sur mon épaule. Tu manques aux enfants. Tu nous manques à tous. Je l'ai cru. Que Dieu me vienne en aide, je l'ai cru. Les premiers mois ressemblaient à une vie de famille. Je préparais le petit déjeuner, j'aidais aux devoirs, je lisais des histoires le soir. C'était agréable, j'avais un but. Puis Élodie a eu une promotion. Puis Damien a commencé à voyager pour le travail. Puis quelque temps, est devenu indéfini. Et quelque part en chemin, j'ai cessé d'être leur mère pour devenir leur employé. Sauf que les employés sont payés. Chaque matin, je me réveillais à 6 heures pour préparer les boîtes à déjeuner. Des tartines coupées en diagonale pour Sophie. Sans croûte pour Lucas. Des quartiers de pommes, pas d'oranges, parce qu'Élodie avait lu quelque part que les agrumes perturbaient la concentration. Je faisais des lits qui n'étaient pas les miens, je pliais du linge qui n'était pas le mien, je récurais des salles de bain que j'utilisais à peine. Quand les enfants rentraient de l'école, j'aidais avec les problèmes de maths, les projets de sciences et les drames sociaux qui me donnaient le tournis. Au moment où Damien et Élodie franchissaient la porte vers 19h ou 20h, le dîner était prêt. La maison était impeccable, et j'étais si fatigué que je pouvais à peine garder les yeux ouverts. Merci, maman, disait parfois Damien, levant à peine les yeux de son téléphone. C'était l'étendue de ma gratitude. 2 mots jetés par-dessus son épaule comme de la petite monnaie. J'avais gardé ma petite maison près d'Aix-en-Provence. C'était la seule chose sur laquelle j'avais insisté. 40 ans de mariage, 30 ans dans ce petit pavillon avec le citronnier dans le jardin. François et moi avions fini de payer le crédit en 2010. Ce n'était pas luxueux, mais c'était à moi. Damien pensait que je faisais du sentimentalisme. Tu paies la taxe foncière et les charges pour un endroit où tu n'habites même pas, a-t-il dit une fois. C'est de l'argent jeté par les fenêtres. Mais j'ai tenu bon. Une partie de moi savait, même alors, que je pourrais avoir besoin d'un endroit où aller. Le jour où tout a changé a commencé comme n'importe quel autre. Sophie avait rendez-vous chez le dentiste. Lucas avait son entraînement de foot. Et Élodie avait laissé une liste sur le comptoir. Une liste? Comme si j'étais la femme de ménage. Récupérer le pressing. Renvoyer les colis Amazon. Appeler le plombier pour l'évier de l'étage. Elle les avait même numérotés de 1 à 7 avec de petites cases à cocher à côté de chaque tâche. J'ai fixé cette liste pendant un long moment. Puis je me suis versé une tasse de café et je me suis assise à la table de la cuisine, essayant de me rappeler la dernière fois que quelqu'un m'avait demandé comment j'allais. Pas peux-tu faire ci ou bah tu pensais à ça, mais juste comment vas-tu, Hélène? Comment vas-tu vraiment? Je ne pouvais pas m'en souvenir. Le téléphone a sonné vers 10 heures. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Un indicatif du Sud. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Madame Hélène Charpentier? Une voix de femme, professionnelle et sèche. Oui, c'est Maître Vasseur de l'étude notariale de Provence. Je vous appelle pour confirmer les détails du transfert de votre propriété du chemin des Cigales. Mon café a refroidi dans ma main. Je vous demande pardon. Quel transfert de propriété? Il y eut une pause. Des bruits de papier remués.
Le transfert de propriété à Monsieur Damien Charpentier. Nous avons les documents signés ici, datés d'il y a 3 semaines. J'appelle juste pour vérifier l'adresse de transfert pour vos documents finaux. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit après ça. Quelque chose de poli, probablement. Quelque chose qui m'a fait gagner du temps pendant que mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans ma gorge. Quand j'ai raccroché, je suis resté très immobile. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac. Le réfrigérateur bourdonnait, et j'ai senti quelque chose en moi. Quelque chose qui dormait depuis 3 ans a finalement commencé à se réveiller. Mes mains tremblaient quand je suis entré dans le bureau de Damien. Je ne l'avais jamais fait auparavant, je ne l'avais même jamais envisagé. C'était son espace, sa pièce privée, et j'avais été élevé dans le respect des limites. Mais quelqu'un avait cessé de respecter les miennes il y a longtemps. Le classeur n'était pas verrouillé. À l'intérieur, j'ai trouvé des dossiers soigneusement étiquetés de l'écriture d'Élodie, prêt immobilier, assurance, investissement, et puis cachés tout au fond comme quelque chose qu'il voulait oublier, maison maman. Je l'ai sorti. À l'intérieur se trouvait un formulaire de procuration avec ma signature dessus. Daté d'il y a 18 mois. Je me souvenais de ce jour-là. Damien était venu me voir avec une pile de papier. Il avait dit que c'était juste de la routine administrative au cas où quelque chose arriverait. Un accès d'urgence pour m'aider si je tombais malade. Je me remettais d'une mauvaise grippe, l'esprit embrumé par les médicaments. Reconnaissante que quelqu'un pense à l'avenir. J'avais signé sans lire. J'avais fait confiance à mon propre fils. Sous la procuration se trouvait un acte de donation. Ma maison cédée à Damien Charpentier, effective depuis le mois dernier. Et sous cela, une impression d'un site immobilier. Ma maison, mon citronnier, mes 30 ans de souvenirs mis en vente pour 385 000 €. Je me suis assise sur le sol de son bureau et j'ai pleuré. Pas fort, pas de manière théâtrale, juste des larmes silencieuses qui tombaient sur des papiers prouvant que mon fils me volait pendant que je préparais les déjeuners de ses enfants. Quand j'ai eu fini, j'ai essuyé mon visage, j'ai tout remis exactement où je l'avais trouvé, et je suis allé chercher Sophie chez le dentiste. J'ai souri à la réceptionniste. J'ai fait la conversation dans la voiture. J'ai préparé le dîner, aidé aux devoirs et souhaité bonne nuit à des petits-enfants qui n'avaient aucune idée que leur père était un voleur. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis resté allongé dans ce lit affaissé, fixant le plafond, faisant une liste dans ma tête, pas le genre de liste d'Élodie. La mienne. Tout ce que j'avais donné au cours des 3 dernières années. 15 000 € pour les frais de scolarité de l'école privée de Lucas quand Damien a dit qu'ils étaient un peu justes. 8 000 € pour le nouveau système de chauffage parce que les enfants avaient froid l'hiver. Les courses. Je n'ai jamais été remboursé pour l'essence. Les cadeaux d'anniversaire qu'il me disait d'acheter de la part de « nous tous ». Mon temps, mon énergie, ma dignité, et maintenant ma maison. Je me suis levé à 4 heures du matin et j'ai commencé à faire mes valises. Juste l'essentiel, les choses qui étaient vraiment à moi. Quand Damien est descendu à 7 heures, j'étais assise à la table de la cuisine avec ma valise près de la porte. « Maman, qu'est-ce qui se passe ?» J'ai regardé mon fils, 42 ans, les mêmes yeux que son père, mais sans aucune de sa chaleur. Quand est-ce que c'était arrivé? Quand est-ce que le garçon qui m'apportait des pissenlits s'était transformé en un homme capable de falsifier ma signature et de voler ma maison? Je suis au courant pour la maison, ai-je dit. Son visage est passé par plusieurs expressions très rapidement. La confusion, puis la reconnaissance, puis quelque chose qui aurait pu être de la honte avant de se durcir en défense. Ce n'est pas ce que tu crois, vraiment. J'ai sorti le dossier de mon sac, celui que j'avais photocopié à la bibliothèque la veille au soir pendant qu'il croyait que j'étais à mon club de lecture. Parce qu'on dirait bien que tu as transféré ma propriété à ton nom sans que je le sache et que tu l'as mise sur le marché. C'est compliqué, a-t-il commencé. Non, ça ne l'est pas. Je me suis levé. Mes genoux me faisaient mal, mais je me suis tenu droite quand même. C'est du vol. Purement et simplement. Élodie est apparue dans l'encadrement de la porte, Sophie traînant derrière elle en pyjama. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mamie crie? Mamie ne crie pas, ai-je dit, gardant ma voix stable. Mamie s'en va. Damien a fait un pas vers moi. Tu ne peux pas juste partir. Et les enfants?
Et quoi, Damien? Et ta nounou gratuite? Ta cuisinière gratuite? Ta boniche gratuite? J'ai ramassé ma valise. Je t'ai entendu au téléphone la semaine dernière. Maman assise à la maison à ne rien faire. J'ai tout fait. Et tu as tout pris. Ça s'arrête aujourd'hui. Sophie a commencé à pleurer. Ça a failli me briser. Presque. Mais je me suis agenouillé, j'ai embrassé son front et j'ai chuchoté, « Mamie t'aime, ma chérie. » Ça ne concerne que les grands. Puis j'ai franchi la porte d'entrée dans le matin gris, j'ai appelé un VTC sur mon téléphone et je ne me suis pas retourné. La chauffeuse était une jeune femme nommée Kenza, qui n'a pas posé de questions quand j'ai commencé à pleurer sur sa banquette arrière. Elle m'a juste tendu un mouchoir et a monté le volume de la radio. Je lui ai laissé un bon pourboire et ma gratitude sincère quand elle m'a déposé à la gare. Je ne savais pas exactement où j'allais. Je savais juste que je devais partir. J'ai fini chez ma sœur Renée à Bordeaux. Elle a jeté un seul regard à mon visage et m'a tiré à l'intérieur sans un mot. Nous nous sommes assises sur sa véranda en buvant du thé pendant que je lui racontais tout. Et quand j'ai eu fini, elle a dit 5 mots que je n'oublierai jamais, il est temps de se battre. Renée connaissait un avocat. Le fils de son voisin, un jeune homme nommé Marc Chêne, spécialisé dans le droit des aînés. Quand je suis entré dans son cabinet 2 jours plus tard avec mon dossier de preuves, il n'a pas semblé surpris. Vous seriez étonné de voir à quel point c'est fréquent, a-t-il dit en feuilletant les documents. Des membres de la famille qui profitent de parents âgés. C'est plus courant qu'on ne le pense. Je ne me sentais pas âgé. Je me sentais stupide. Puis-je récupérer ma maison? Oui, a-t-il dit. Et on peut faire bien plus que ça. Les semaines suivantes ont été un flou de paperasse juridique, d'appels téléphoniques et d'émotions que je ne savais pas que j'avais encore. Marc m'a aidé à déposer un signalement auprès des services sociaux. Il m'a aidé à révoquer la procuration et à contester le transfert de propriété. Il m'a expliqué ce qu'était l'abus de faiblesse. Comment des signatures obtenues d'une personne malade, sous médicaments ou qui fait simplement trop confiance peuvent être invalidées. Le transfert n'aurait jamais dû être autorisé. Il a dit, vous avez un dossier solide. Mon téléphone sonnait constamment. Damien, Élodie, parfois des numéros que je ne reconnaissais pas. Je ne répondais pas. Les messages vocaux s'empilaient, traversant des étapes comme le deuil. D'abord la confusion, maman, on peut en parler? Puis le marchandage, je pense qu'il y a un malentendu. Puis la colère, tu fais une énorme erreur. Puis finalement, le silence. Le seul appel que j'ai pris était celui d'Emma, ma petite fille aînée, 16 ans, la fille de Damien issue de son premier mariage. Elle vivait avec sa mère la plupart du temps, ce qui signifiait qu'elle avait été épargnée par la réalité quotidienne de ce que son père était devenu. Mamie? Sa voix était petite, incertaine. Papa a dit que tu avais déménagé. Est-ce que tu vas bien? Je me suis assise sur le lit d'amis de Renée et j'ai laissé échapper un souffle que je retenais depuis des jours. Je vais bien, ma chérie. Ça va aller. Elle est restée silencieuse un moment. J'ai entendu maman parler à papa au téléphone à propos de ton appartement, de trucs juridiques. Elle a fait une pause. Est-ce qu'il a vraiment fait ce qu'elle a dit qu'il a fait? J'aurais pu mentir. J'aurais pu la protéger comme j'avais protégé tout le monde pendant des années. Mais j'étais si fatigué des mensonges. Oui, Emma. Il l'a fait. Une autre pause. Plus longue cette fois. Je suis désolé, mamie. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas ta faute, ma puce. Je sais. Mais je suis quand même désolé, et je veux que tu saches. Sa voix s'est brisée. Tu as été la seule à m'avoir vraiment écouté. Quand papa et Tiffany divorçaient, quand tout était fou, tu étais celle qui me donnait l'impression de compter. Je n'ai jamais oublié ça. J'ai pleuré à nouveau après avoir raccroché. Mais cette fois, c'était différent. Moins comme du chagrin et plus comme une libération. L'affaire a avancé plus vite que je ne l'espérais. Marc avait eu raison au sujet de mes preuves. Le transfert falsifié, la procuration obtenue dans des circonstances douteuses, le schéma documenté d'exploitation financière. Cela peignait un tableau clair. Damien a engagé son propre avocat, un cabinet coûteux, mais quand ils ont vu ce que nous avions,
ils lui ont recommandé de trouver un accord. Ils ne veulent pas aller au tribunal, m'a dit Marc. Trop de risques, trop d'exposition. Finalement, j'ai récupéré ma maison. J'ai aussi obtenu une reconnaissance formelle des torts, un accord juridique empêchant Damien de me contacter pour des questions financières, et un plan de remboursement structuré pour l'argent que j'avais prêté au fil des ans. Pas tout. On ne peut pas mettre un prix sur 3 ans de servitude, mais assez. Assez pour sentir que justice avait été faite. Réemménager dans ma maison a été étrange. Le citronnier avait trop poussé, les branches raclant contre la fenêtre. La poussière recouvrait tout. Quelqu'un était entré, probablement un agent immobilier, car il y avait une boîte à clés sur la porte et une pile de prospectus sur le comptoir annonçant ma maison à des étrangers. J'ai tout jeté. Puis j'ai ouvert toutes les fenêtres, laissé l'air du sud souffler à travers les pièces, et j'ai commencé à nettoyer. René est venu aider. Sa voisine Dolores aussi, une petite femme de 70 ans qui avait survécu à 2 maris et avait des opinions sur tout. Les hommes, disait-elle en récurant mon évier de cuisine comme s'il l'avait personnellement offensé. Ils pensent qu'ils possèdent le monde. Parfois, il faut leur rappeler qu'ils ne se possèdent même pas eux-mêmes. J'ai ri pour la première fois depuis des semaines. C'était rouillé, comme un moteur qu'on n'avait pas démarré depuis trop longtemps. Les semaines ont passé. J'ai établi de nouvelles routines. Les promenades matinales quand le soleil était encore rose. Le café sur ma terrasse, à regarder les oiseaux se disputer la mangeoire. Le club de lecture le jeudi. L'aquagym le samedi. Lentement, soigneusement, j'ai reconstruit une vie qui m'appartenait. Damien n'a pas appelé. J'ai appris par René, qu'il avait appris par quelqu'un qui connaissait la mère d'Élodie, qu'ils étaient en difficulté. Les frais de l'école privée étaient trop lourds sans mes contributions. Le chauffage avait besoin de réparations qu'il ne pouvait pas se permettre. Élodie avait réduit ses heures pour s'occuper des enfants, et elle n'en était pas heureuse. Une partie de moi se sentait coupable. La partie mère, celle qui avait passé 40 ans à faire passer les autres avant elle. Mais une plus grande partie, celle qui avait enfin appris à dire non, comprenait que c'était des conséquences, pas de la cruauté. Ils avaient fait des choix. Maintenant, ils vivaient avec. L'anniversaire de Sophie est arrivé en mars. Elle a eu 8 ans. J'ai envoyé une carte avec un bon d'achat pour sa librairie préférée, adressée directement à elle, pas par l'intermédiaire de Damien. Une semaine plus tard, j'ai reçu une lettre en retour. Une grande écriture bouclée sur du papier rose. Chère mamie, merci pour les livres. Tu me manques. Maman dit que tu es fâchée contre papa, mais je ne comprends pas pourquoi. Peux-tu venir à mon gala de danse? C'est le 15 avril. Je t'aime, Sophie. J'ai lu cette lettre 17 fois. Puis j'ai répondu, expliquant aussi doucement que possible que parfois les adultes ont des problèmes compliqués, mais que rien de tout cela n'était sa faute et que je l'aimais très fort. Je n'ai pas promis de venir au gala. Je ne pouvais pas encore. Mais j'ai accepté de rencontrer Emma. Elle a conduit depuis Lyon un samedi, 4 heures aller-retour, juste pour me voir. Quand elle est sortie de sa voiture, je l'ai à peine reconnue. Plus grande, plus mince, quelque chose de plus vif dans son regard qui n'était pas là avant. Coucou, mamie. Elle m'a serré fort. Et pendant un instant, elle avait de nouveau 5 ans, pleurant parce que son poisson rouge était mort, me demandant pourquoi les choses devaient finir. Nous nous sommes assises sur ma terrasse avec du thé glacé et avons regardé les oiseaux. Elle m'a parlé de l'école, de ses projets pour l'université, du petit ami que sa mère n'approuvait pas. Des choses normales, de bonnes choses. Je les ai absorbées comme de l'eau après une sécheresse. Puis sa voix est devenue plus calme. Papa m'a appelé la semaine dernière. Il voulait que je te parle pour essayer d'arranger les choses. Je n'ai rien dit. Je lui ai dit non. Je l'ai regardé. Tu as fait ça? Je lui ai dit qu'arranger les choses n'était pas mon travail. Que s'il voulait réparer les choses, il devait admettre ce qu'il avait fait, pas juste s'excuser de s'être fait prendre. Elle a secoué la tête. Il s'est vraiment mis en colère. Il a dit que j'étais trop jeune pour comprendre. Qu'est-ce que tu en penses? Emma a tiré sur un fil de son jean. Je pense que je comprends parfaitement. Je pense qu'il a peur. Peur de ce qu'il a fait. Peur de te perdre.
peur d'admettre qu'il n'est pas le gentil dans cette histoire. Elle a levé les yeux vers moi. Mais tu sais quoi? Ce n'est plus ton problème. Tu n'as pas à le sauver. Tu dois juste te sauver toi-même. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai pris la sienne. Quand es-tu devenue si sage? J'ai appris de toi, mamie. Elle a souri, mais il y avait des larmes dans ses yeux. Quand j'avais 12 ans et que maman et papa se hurlaient dessus tous les soirs, tu m'as dit quelque chose. Tu as dit, tu peux aimer quelqu'un et quand même t'éloigner de lui. Parfois, c'est la chose la plus aimante que tu puisses faire. Je ne comprenais pas alors. Je comprends maintenant. Je ne me souvenais pas avoir dit ça, mais ça ressemblait à quelque chose que j'aurais cru même si je n'avais pas encore appris à le mettre en pratique. Emma est restée pour le dîner. Nous avons fait des tacos ensemble. La recette de sa grand-mère que je faisais depuis avant sa naissance. Nous avons ri de vieux souvenirs, pleuré sur les nouvelles réalités et parlé de l'avenir comme de quelque chose à attendre avec impatience, pas à craindre. Quand elle est partie, elle a pressé un petit paquet dans mes mains. Ouvre-le plus tard, a-t-elle dit. Quand tu seras seul. Ce soir-là, après avoir fait la vaisselle et quand la maison fut calme, j'ai déballé le paquet. À l'intérieur se trouvait un journal, relié en cuir avec mon nom gravé sur la couverture, et glissé dans la première page se trouvait un mot manuscrit, « Mamie, tu m'as appris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Maintenant, c'est à ton tour d'écrire ta propre histoire. Je t'aime pour toujours, Emma. » Je me suis assise dans mon fauteuil préféré, celui que François et moi avions acheté ensemble il y a 30 ans, et j'ai pleuré. Mais ce n'était pas des larmes tristes. C'était le genre de larmes qui viennent quand on a tenu quelque chose trop fort trop longtemps, et qu'on lâche enfin prise. Le lendemain matin, j'ai commencé à écrire. Pas cette histoire. Pas encore. Juste de petites choses. Des souvenirs de François. Des recettes que je voulais retenir. Des observations sur les oiseaux à ma mangeoire. Lentement, page après page, je me suis souvenu de qui j'étais avant de devenir la mère de quelqu'un d'autre, la nounou de quelqu'un d'autre, la dupe de quelqu'un d'autre. 6 mois plus tard, j'écris toujours. Damien a envoyé une lettre. Une vraie lettre, pas un email, pas un texto. Elle est arrivée dans une enveloppe simple sans adresse de retour, mais j'ai reconnu son écriture. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Presque. Mais Renée m'a convaincu de la lire au moins. Pour tourner la page, a-t-elle dit. Tu mérites de savoir ce qu'il a à dire. Elle faisait 2 pages. Il écrivait sur son stress, sa peur, le fait d'être dépassé financièrement. Il écrivait comment il s'était convaincu que ce n'était pas vraiment du vol, que je lui aurais donné l'argent de toute façon, qu'il ne faisait qu'accélérer le processus. Il écrivait comment Élodie l'avait poussé, comment la pression de maintenir leur train de vie avait obscurci son jugement. Il écrivait que je lui manquais. Et puis à la fin, il a écrit quelque chose qui m'a surprise. Je sais que je ne peux pas défaire ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que je me fais aider. Thérapie, conseil financier, tout ça. Pas parce que tu m'y as forcé. Parce que je me suis regardé dans le miroir et je n'ai pas reconnu l'homme qui me regardait. Ce n'est pas celui que papa m'a élevé pour être. Ce n'est pas celui que tu m'as élevé pour être. Je suis désolé, maman, pas de m'être fait prendre, mais d'être devenu quelqu'un qui avait besoin d'être pris. J'ai lu cette lettre 3 fois. Puis je l'ai pliée, je l'ai mise dans un tiroir, et je suis sorti arroser mon citronnier. Est-ce que je lui pardonne? Je ne sais pas. Le pardon est un grand mot, plus grand que ce qu'une lettre peut contenir. Ce que je sais, c'est ceci, je ne le déteste pas. Je ne suis plus en colère. J'en ai juste fini. Fini de porter ses erreurs, fini de trouver des excuses, fini de prétendre que les liens du sang sont plus forts que le respect des limites. La semaine dernière, Emma m'a appelé pour me dire qu'elle avait été acceptée dans l'université de son premier choix, avec une bourse complète. Elle veut étudier pour devenir assistante sociale, aider les familles en crise. À cause de toi, a-t-elle dit. Parce que tu m'as montré qu'il est possible de briser le cycle. J'ai beaucoup pensé à cette phrase depuis. Briser le cycle. Ma mère a tout donné à ses enfants et est morte sans rien. J'ai failli faire la même chose. Mais Emma, cette fille brillante, féroce et magnifique, elle va faire différemment. Elle va connaître sa valeur dès le départ.
Elle va aider les autres à trouver la leur. C'est ça mon héritage maintenant. Pas une maison, pas de l'argent, pas une liste de sacrifices que personne ne m'a demandé de faire. Juste ça. Le savoir que quelque part, une jeune fille de 16 ans a appris de sa grand-mère qu'il est acceptable de dire non, que poser des limites n'est pas égoïste, que l'on peut aimer quelqu'un et quand même partir. Si vous écoutez ceci et que quelque chose vous semble familier, si vous avez donné et donné jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, si quelqu'un dans votre vie a confondu votre gentillesse avec de la faiblesse, je veux que vous sachiez quelque chose. Il n'est pas trop tard. Vous pouvez reprendre votre nom, votre maison, votre tranquillité d'esprit. Vous pouvez aimer vos enfants et quand même vous protéger d'eux. Vous pouvez être une bonne mère, une bonne grand-mère, une bonne personne, et quand même dire « ça suffit ». Il m'a fallu 68 ans pour apprendre cette leçon. N'attendez pas aussi longtemps que moi.